Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sur le thème zone de libre-échange continentale africaine. Quels enjeux pour le Congo? Les chefs d'État africains réunis tout dernièrement au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, capitale du Niger, viennent de lancer la phase dite opérationnelle de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un vaste marché commun en harmonie avec l'agenda de l'Afrique pour 2063 et surtout considéré comme un outil capable de booster l'émergence, j'insiste sur ce mot, l'émergence du continent en général et du Congo en particulier. Avec moi pour en parler, j'ai dans ce studio le directeur général du commerce extérieur, c'est bien cela, M. Bondi. Bonsoir. Bonsoir, du Centre congolais du commerce extérieur. Du Centre congolais du commerce extérieur. Toutes mes excuses de nous avons rectifié. Et en face de vous, j'ai M. Vivien Manangou, vous êtes observateur politique. Bonsoir. Non, acteur politique. Acteur politique. Bonsoir. Et juste à côté de moi, quelqu'un qu'on ne présente plus, le ministre Alain Akwala Tipo, ancien ministre des Ordres économiques spéciales. Monsieur le ministre, monsieur Akwala. Oui, bonsoir, mais pour la transversalité du débat, je souhaite être appelé Monsieur Akwala au lieu de Ministre Akwala. Monsieur Akwala, c'est retenu. Et en face de Monsieur Akwala, Monsieur Eric Patrick Mampouya, qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fouroumakaya. Acteur politique, observateur politique. Activiste politique. Activiste politique, c'est retenu. La toute première question est celle de savoir, est-ce que le Congo a vraiment fait partie de la ZLECAf? Monsieur le directeur. Nous sommes un pays africain et c'est fait au niveau de l'Afrique. Je ne vois pas la raison qui ferait que le Congo ne participe pas, sauf si nous sortons de l'Afrique. C'est tout à fait normal que le Congo participe. Est-ce que vous pensez, M. Manangou, que la réponse du directeur suffit? Est-ce qu'il suffit d'être africain pour faire partie de la ZLECAf? Visiblement non, parce que l'Érythrée, pour l'instant, n'y est pas. On aurait pu très bien ne pas y aller. Mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est une bonne chose que de pouvoir s'engager dans ce marché qu'on espère optimal d'ici 1 an, puisque c'est l'objectif que s'est fixé les chefs d'État. Mais je suis assez, moi, sceptique quant à la réalisation de ce projet, pour une raison très simple. Aujourd'hui, il y a 8 zones de libre-échange en Afrique. 8. Peut-être 2 fonctionnent correctement. Lesquelles, c'est celle de l'Afrique de l'Est et comment ça s'appelle, la SADC, au niveau de la SADC, Afrique australe et Afrique de l'Est. La CEMAC est une zone de libre-échange. Elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Pourquoi la plus grande zone de libre-échange du monde fonctionnerait? On verra bien. Monsieur Akwala, est-ce que le Congo a besoin de faire partie de la ZLECAf? Oui, historiquement parlant, pour revenir à ce que dit notre ami, c'est une idée qui remonte au long des indépendances, notamment les Nkrumah et autres. Dans les années 80, lorsqu'il y a eu le plan d'action de Lagos. Et c'est ce plan d'action de Lagos qui permet la création justement des espaces sous-régionaux dont vous parlez, mais qui ne sont pas tellement des zones de libre-échange, mais plutôt des espaces qui devraient préparer une sorte d'intégration africaine en travaillant sur, si vous voulez, ces échanges inter- ou intra-pays africains qui sont quasiment inexistants. Et ensuite, nous avons eu le NEPAD. Le NEPAD, c'est justement un raisonnement des décideurs africains au niveau de l'Union africaine. Le plan d'action de Lagos, c'est l'OUA 80 et le NEPAD, c'est l'Union africaine. Donc, il y a une certaine évolution de la réflexion. Et donc, c'est logique que cette réflexion aboutisse à la zone de libre-échange. Maintenant, est-ce que le Congo a intérêt? Oui, parce que nous avons un positionnement stratégique. Mais maintenant, dans la mise en œuvre, c'est quand même, là je le rejoins, c'est que toutes les zones de libre-échange qui se sont construites dans le monde se sont faites à partir des économies existantes, des économies de production existantes. Or, l'Afrique n'a pas encore véritablement une économie qui est une économie de production de valeur ajoutée. Donc voilà où est-ce qu'on peut, je ne dirais pas mettre un bémol, mais c'est là le challenge, c'est là le défi que, en tout cas, les générations actuelles devront affronter. Monsieur Mampouya. Écoutez, le Congo a à lui tout seul se mettre en marge de ce qui se fait de bien à travers le monde. On sait que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, partout, le monde est en train de se constituer en zone de libre-échange. Alors, là où ça, pour nous autres Congolais, c'est qu'on est atteint par le bisigna-signa, j'ai déjà parlé ça ici. On est dans tout ce qui se fait de bien à travers le monde. On signe les déclarations des droits de l'homme, on signe les livres d'échange, les zones de libre-échange, on signe les trucs de la CEMAC, tout, on signe tout.
sauf qu'on ne réalise jamais rien. On est incompétent dans aucun domaine. On ne peut dire que voilà, on a rempli les conditions. Même là, la première année qu'on est rentré dans l'OPEP, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu sur les réseaux, on n'arrive pas à payer les cotisations. Donc pourtant, on est parti signer, on a fait le pied de grue pour rentrer dans l'organisation de l'OPEP, personne ne nous demandait. Et voilà, on est là atteint par le signa, mais en tant que tel, en valeur absolue, entrer dans la libre des zones d'échange, oui, c'était une obligation, sauf que voilà, le Congo n'en tirera rien ou presque, parce qu'on n'a pas les compétences, ou plutôt les autorités qui nous dirigent depuis 40 ans ne sont pas capables d'aller au bout de leur signature. On signe pour faire bien. Vous êtes en train de dire que le Congo ne pourra pas s'exprimer véritablement au sein de zone de libre-échange, le plus grand pays avec lequel on échange le plus, c'est quand même le Zaïre à côté, le Kinshasa. La République démocratique du Congo, excusez-moi d'être un peu vieux jeu. Voilà, c'est le pays avec le plus d'échanges en termes d'économie. C'est encore informel en fait. Quand on veut aller à Kinshasa, acheter de la marchandise pour vendre, on est submergé de taxes, il y a même des passeports, il y a même des laissez-passer. Donc, alors que c'est avec le Kinshasa qu'on devrait avoir le plus d'échanges, c'est avec Kinshasa qu'on a le plus d'échanges. Alors, allez maintenant échanger avec l'Éthiopie ou l'Érythrée ou qui sont à des kilomètres d'ici, c'est difficile. Et ça fait combien de temps qu'on en parle? Même le pont en bois pour aller de Brazzaville à Kinshasa, on l'a pas. On attend encore que comment on appelle ça, la BAD vienne nous aider à construire un pont route-rail. De nous-mêmes, on ne peut pas. Et si la BAD n'était pas là, on pourrait encore attendre 40 ans ou 50 ans ou 60 ans pour avoir ce pont-là, alors qu'il est en projet depuis des années et des années. Vous abordez la question sur les agences. Nous allons y revenir. J'abordais la question sur notre incapacité à nous insérer dans cette zone de libre-échange qui est dans le signa. Monsieur Maison, moi je pensais que nos amis pouvaient nous définir d'abord qu'est-ce que la zone de libre-échange. Parce que nous sommes à la télé. Il faut que ceux qui nous regardent comprennent de quoi est fondé notre débat. Qu'est-ce que ça veut dire la zone de libre-échange? C'est un espace, monsieur Maison, dans lequel aucun obstacle douanier ou financier, ou fiscal, pardon, je voulais dire, même réglementaire, ne vient freiner les échanges. C'est-à-dire qu'on fait tomber les barrières. On fait tomber les barrières douanières. Les barrières tarifaires, réglementaires, et ainsi de suite. OK? Mais dans cette zone qu'on crée, il y a deux éléments principaux, M. Foucault. Il y a d'abord la doctrine. La doctrine de la libre-échange, c'est quoi? C'est le libre-échangisme. Ça, c'est la doctrine. Deuxième élément, nous avons les acteurs. Les acteurs que nous appelons les libre-échangistes. Si les deux conditions ne sont pas réunies, on peut beau parler le gros français, on n'arrivera jamais à mettre en place la zone de libre-échange comme cela devait l'être. Donc, je devais d'abord lever cet équivoque-là pour que le débat puisse aller dans le sens où nous le voulons. Non, je pense qu'on est rentré de plein pied dans le débat. Pour revenir justement au pont en bois, j'aime bien l'ironie, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et dans une vie antérieure, moi j'étais au gouvernement, et à l'époque, le président Sassou était à la tête de l'Union africaine. On me retrouvait dans une réunion. Et le président Sassou a dit à ses pairs africains, en disant, depuis la nuit des temps, nous ne cessons de parler de l'intégration africaine. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une dispute entre Thabo Mbeki, le président Wade, sur la paternité, justement, du NEPAD, du plan Oméga, et même Bouteflika également. Alors, il dit, moi, le gros français, justement, on passe notre temps, effectivement, à faire des discours, à débattre sur la paternité de telle ou telle idée. Moi, je prends la tête de l'Union africaine, je vais être concret. Je demande à chaque espace sous-régional de définir un seul projet intégrateur. Et moi, le mandat que j'ai à la tête de l'Union africaine, je me ferai fort de rassembler les bailleurs de fonds, parce que malheureusement, ce sont des infrastructures qui coûtent énormément d'argent, que à titre, j'allais dire, nos États ne peuvent pas les financer. Même les États-Unis font appel à des capitaux privés. Bien. Donc, pour la sous-région de l'Afrique centrale, eh bien, nous avons retenu le pont au trail. Donc, entre le temps où on retient une idée et ensuite la mettre en œuvre, il
il y a un certain temps qui passe. Par contre, je vous rejoins sur le fait que, généralement, une fois que nous avons pris des engagements, nous ne mettons pas en place des task force au niveau interne pour pouvoir justement travailler au jour le jour sur ces idées. Ce n'est pas étonnant que ce soit Kagame qui ait poussé à cette idée, qui ait porté cette idée. Kagame a déjà jeté les fondamentaux d'une base économique de production dans son pays. Ce n'est pas pour rien que le Nigeria a pris un certain temps pour réfléchir. Pourquoi ? Les décideurs nigérians ont réuni les acteurs politiques, les sachants, comme on dit chez nous, les hommes d'affaires, pour dire alors, quels sont les avantages et les inconvénients, comment se préparer. Et ça, j'attends effectivement qu'on puisse le faire. Monsieur le directeur, quelle pourrait être l'expression du Congo dans ce marché commun ? Mais d'abord, moi, je tiens d'abord à donner, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, quels sont les objectifs qui ont poussé les décideurs. Croyez-moi, ceux qui nous écoutent savent bien, sont bien au fait de beaucoup de choses. Hein. Ne les sous-estimons pas. Je ne les sous-estime pas, mais je le dis, il faut que nous parlons le français du bas peuple. C'est vrai, on peut développer des théories, Kwame Nkrumah fait ceci, cela, mais la pratique sur le terrain, c'est autre chose. Moi, je parle de ce que mon frère ici avait dit, sur l'appartenance de plusieurs organismes. Mais c'est une réalité. Mais la ZLECA prévoit que d'ici là, il faut résoudre le défi de l'appartenance des États partis à plusieurs organisations pour éviter ce qui se passe en ce moment. Donc le chevauchement. Oui, mais la question c'est celle de savoir comment est-ce que le Congo peut s'exprimer dans ce vaste marché commun. Avec quoi ? C'est-à-dire que, si je peux me permettre. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Alain Kola, parce que pour la circonstance, bien sûr. il ne veut pas être affublé du titre de ministre. Alors, concernant je confirme que la CEMAC est une zone de libre-échange, puisqu'il a lui-même souligné que la première caractéristique, c'était justement la fin des entraves, et justement la fin des entraves douanières, c'est le cas de la CEMAC. Alors, mais là où je suis d'accord avec ce que dit Alain Kola, c'est que nous ne prenons pas les choses véritablement au sérieux lorsqu'on s'engage. Le Nigeria, les discussions étaient très importantes pour que le Nigeria arrive à signer. Pour une raison très simple, c'est que les Nigérians, c'est ce que disait Alain Kola, ont développé une production locale. Et le danger dans cette zone de libre-échange que nous sommes en train de créer, c'est que les marchandises viennent en dehors de l'Afrique et viennent concurrencer la production locale nigérienne. Donc ils ne viennent pas tout de suite signer comme ça, comme nous on le fait en réalité. Mais comment on s'exprime là ? Oui, mais justement, on aurait pu réunir les acteurs du commerce. Moi, je ne suis pas spécialiste du commerce, ceux qui connaissent des choses. Alain Kola a été ministre de la Commission spéciale, donc il doit avoir une expertise dans ces histoires-là. Et tout ce beau monde-là, regardez quel serait l'intérêt du Congo à s'engager. Même si par principe africaniste, il aurait été bien que nous nous engagions. Mais ça aurait été important préalablement de savoir quelles sont nos faiblesses. On a un défi qui sera un défi important. C'est lequel ? C'est que les infrastructures au Congo sont les infrastructures de l'export en dehors de l'Afrique. C'est-à-dire que ce sont les infrastructures qui sont les vestiges du colonialisme. Il est plus facile aujourd'hui d'exporter vers la France par le port d'un côté. Alors, zone de libre-échange, comment on fait ? Avec ça, comment on fait ? Donc, vous voyez que ces questions-là... Oui. Donc, ces questions-là, par exemple, auraient pu être discutées par les spécialistes. Mais c'est bien ça le problème. Dans notre pays. Non. Puisqu'on a signé sans réserve. Qu'est-ce que le Congo présente ? Moi, je vais vous faire un petit point. Parce que ce que il nous reste à faire, c'est d'abord de faire le constat. C'est déjà signé. Notre chef d'État a posé sa signature. Maintenant, nous qui sommes les cadres de ce pays, comme a dit M. Alain Kola, il faut d'abord que nous arrivons à accepter que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que nous sommes partis signer la ZLECA, notre dispositif économique est encore peu diversifié. Qu'est-ce qu'on présente sur les chiffres ? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Laissez-moi terminer ma pensée. Les indicateurs sociaux de notre pays sont très faibles. Ça, c'est le constat qu'on fait. C'est ce que M. Alain Kola demande. Et c'est ce qu'a ajouté mon interlocuteur. C'est pour dire qu'il faut qu'on se retrouve. Et vous savez aussi aujourd'hui, M. Alain Kola était ministre dans ce pays. Les décideurs consultent de moins en moins les sachants.
Or, vous ne pouvez pas aller dans de telles initiatives sans pour autant que vous vous asseyez, comme a fait le Nigeria. Le Nigeria a constaté que... Comment on n'a rien à proposer? C'est une occasion qui vient d'arriver que nous devons nous tous nous asseoir pour regarder. Parce qu'aujourd'hui, même notre débat ne pourrait pas mettre fin à la signature que notre président a posée. Non, on ne la conteste pas. C'est pas le conteste pas. Je le redis avec sérénité. Nous sommes dans le signa-signa. Nous pourrons refaire ce débat dans 2 ou 3 ans. Le Congo n'aura rien tiré de la zone de libre-échange. Quand on parle, monsieur le directeur, ils sont là depuis 40 ans. Le ministre l'a rappelé, c'est un projet de la SLEC, qui date même de la création de l'Union africaine à l'époque. Patrick, tu ne peux pas dire qu'on n'a rien tiré. Mais attention aux formules par exemple. Non, attention quand même, parce que tu as vu les Grecs. Attends, tu as vu les Portugais, tu as vu les Grecs. Tu as vu qu'au départ, ils étaient réticents à s'engager dans l'Union pour différentes raisons. Et tu as vu ce que ça a apporté. Donc, ne soyons pas dans notre affirmation péremptoire. Laissez-moi un peu finir. Nous avons eu ici, dans ce pays, toujours dans le cadre de la CEMAC, la création, comment on appelle ça, il y avait un avion qui devait circuler, un avion de la CEMAC, qui devait circuler de pays à pays. On avait donné les autorisations et tout. Le Congo avait même signé. Je peux vous poser la question. Où en est cette compagnie aérienne? Elle est morte aujourd'hui. On ne parle plus. L'avion n'a jamais volé. C'est pas exactement la même chose. L'avion n'a jamais volé. La différence, c'est que c'est pas une entreprise qui est en place. C'est pas la même chose. Cher ami. Là, on va créer cher un ami. truc gigantesque. Cher ami. Il n'y a pas que, comme parlait monsieur le directeur, des marchandises qui vont circuler. Il y a aussi, en filigrane, les hommes qui vont circuler. Les capitaux également. Les capitaux qui vont circuler. Donc, aujourd'hui, au vu de nos autorités, de nos dirigeants actuels, on n'en tirera rien de bon. Dans 2-3 ans, on pourra refaire le débat. On sera toujours au même point. Il y aura toujours des gros camions qui viendront du Cameroun. Il faut quoi? Bon, alors, moi je pense... Là, pardon, j'arriverai aux solutions. Je donne la parole à M. Akwala. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Vous savez, même l'Union européenne qui s'est construite sur la base du traité sur l'acier et le charbon a mis du temps à se construire. Même jusqu'aujourd'hui... Elle n'est pas totalement construite. Elle n'est pas construite. Voilà, même jusqu'aujourd'hui, encore des difficultés. Ce qui est clair, Kwame Nkrumah est un visionnaire, comme Houphouët-Boigny, etc. Ce sont des personnes qui, compte tenu de la vision qu'ils ont à l'époque, nous constatons tous. Il n'y a que les Africains qui ne mesurent pas l'importance du continent africain aujourd'hui. Modestement, les 15 années que j'ai passées au gouvernement, je peux me permettre de quand même dire... 15 ans. Oui, 15 ans. C'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal, effectivement. Mais c'est notre débat. Bon. Donc, ça m'a permis quand même d'accéder à un certain niveau de décision internationale où on sent que l'Afrique va être l'avenir pour eux, mais le présent pour nous de demain. Donc, lorsqu'on décide de faire l'agenda 2063, et lorsqu'on décide de faire cette zone, ce sont les prospectivistes qui se projettent. Ce n'est plus pour nous, on ne verra pas ça. Il faut préparer ça pour nos enfants. Maintenant, pour revenir au Congo, vous savez qu'au niveau du NEPAD, on a prévu 9 corridors. Justement, l'économie, c'est synonyme de circulation des hommes, des biens, des capitaux, de marchandises, etc. Et les 9 corridors, donc au niveau du NEPAD, qui ont été définis, il y a un corridor, qui est le corridor trans-équatorial d'Afrique centrale. Et ce corridor, c'est un itinéraire d'où partent des marchandises, des hommes, des biens, etc., d'un endroit à un autre endroit. Et c'est tout le long de ce corridor que vont se retrouver une création d'une économie. Voilà. Et donc le Congo est à la tête, est la porte d'entrée d'un corridor. Le port en eau profonde de Pointe-Noire. Et ce corridor part de la Centrafrique, à travers le Bangui, 1200 km je crois, ensuite de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, Kinshasa, 510 km, et ensuite se prolonge jusqu'à Matadi. Donc le futur économique en fait de l'Afrique, au niveau de la sous-région Afrique centrale, eh bien c'est ce corridor qui va permettre d'accéder à tous les pays semi-enclavés comme la RDC, enclavés comme le Rwanda, le Burundi, jusqu'en Tanzanie. Donc voilà la position stratégique du Congo. Et je crois que c'est tenant compte, c'est une certitude, c'est en tenant compte justement de cette position stratégique qu'il y a une décennie, on a décidé de lancer un processus de diversification de l'économie de notre pays, mais malheureusement, ça fait une décennie qu'il n'arrive pas à démarrer. Donc il y avait déjà une certaine anticipation, mais c'est surtout dans la mise en œuvre. Et donc le Congo, et pour terminer, devra
se doter d'une base économique de production. Si on ne le fait pas, demain, nous allons être envahis. Oui, et voilà. D'autant plus, Monsieur Foucault, d'autant plus que lorsqu'on construit une zone de libre-échange, tout le monde va en bénéficier, quelle que soit la situation économique. Mais la réalité, c'est ceux qui vendent. C'est ceux qui vendent, qui vendent la marchandise qui en bénéficient. Alors que nous, on va devenir un marché. On va consommer. On va consommer, je suis consommateur, sans pour autant vendre quoi que ce soit. Alors, je vois Patrick qui s'échauffe. Mais oui, bien sûr qu'il va parler. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Mais il y a un autre aspect que moi, je trouve fondamental, c'est que quand on prend la position stratégique du Congo, qui est incontestable, c'est une position géographique, donc c'est incontestable. Mais aujourd'hui, elle ne sert à pas grand-chose. Elle nous sert aujourd'hui à pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, corrélativement à la construction ou à la théorisation, il y a la volonté politique. C'est ce que disait Mambouya et ce qu'a effleuré Alain Akola, qui a beaucoup plus de mal à en parler, et je peux comprendre pourquoi. Ah non, je n'en ai pas du mal à en parler. Mais c'est moi qui mets le dossier sur la table. Oui, bien sûr. J'aurais pu ne pas en parler. Oui, en effet. Et donc, il y a le problème de la volonté politique. Parce qu'on ne peut rien construire sans la volonté politique. Lorsqu'on est parti, oui, en effet, qu'il y a eu dans les années 2010 une volonté de diversification de l'économie. Évidemment, on avait par exemple créé le fonds d'investissement. Des choses. À l'heure du bilan, c'est zéro. Donc, non, oui, bien sûr, non, mais oui, mais il faut, Monsieur Foucault, il faut, le bilan, lorsqu'on le fait, il faut le faire. Non, d'abord. Le bilan, c'est pour l'instant zéro. Je ne dis pas que ça sera zéro jusqu'au bout, mais pour l'instant, actons que c'est zéro. Et donc, lorsqu'on va aller... Oui, bien sûr, mais nous sommes unanimes à le penser. Et donc, enfin, je l'espère. Non, mais ce qu'il faut faire... Mais par exemple, l'idée des corridors. Oui. L'idée des corridors, c'est une très belle idée. D'ailleurs, j'ai lu un spécialiste, Jacques Mont, qui disait justement qu'il faut procéder par ces corridors de développement, zone par zone. Cher ami, Alain Akola, c'est le ça veut défi. dire oui, Alain Akola. Parce que demain, comment partir du cap de Bonne-Espérance Je suis d'accord, Alain Akola. Mais commençons d'abord à partir de Brazzaville jusqu'à Yaoundé. Et nous n'avons Ici, c'est un pont. À Kinshasa, c'est un pont. Pardon, j'avais laissé la parole à M. Akola tout à l'heure. En fait, je ne voudrais pas paraître pessimiste. Le Congo se développera un jour. Le Congo sera développé un jour. Le Congo sera un pays où on respecte les droits de l'homme. Un jour, le Congo sera. Ça, c'est dans le futur même lointain. La zone économique, la zone de libre-échange économique, nous en profiterons. C'est bénéfique. Pourquoi ça vient pas trop lointain quand même. Aujourd'hui, nous signons des accords. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, écoutez-moi. Aujourd'hui, nous signons des accords pour le futur lointain. Nous prenons même des dettes, nous nous endettons pour les futurs lointains. Vous voyez? Donc les accords qu'on signe aujourd'hui, ils seront efficaces, ils seront effectifs que dans le futur lointain, quand notre génération, ma génération, ne sera plus là. C'est pour ça que j'appelle ça le signer-signer. On signe aujourd'hui sans savoir ce qu'on fera demain. Alors donc on le Congo n'est pas prêt. Mais il faut signer, parce que après nous, il y aura une vie, monsieur Akola. Après nous, il y aura une vie. Donc c'est bien de préparer le Congo pour demain. Mais c'est pas nous. Mais on va le préparer, c'est nous qui devons le préparer maintenant. Oui, sauf que nous, aujourd'hui, on ne fait rien. Quand les enfants viendront, ils trouveront que des dettes, nos petits-enfants. Mais pour l'instant, on est quand même là encore. D'accord. Si la signature peut vous contenter, monsieur le directeur, si la signature peut vous contenter, c'est bien. Vous n'êtes pas le décideur aujourd'hui. Non. Bien juste. Donc, si les décideurs ont signé, nous devons maintenant décortiquer qu'est-ce qu'il faut faire après la signature. Excuse-moi, soyez patient. C'est un débat, soyez patient. Les autorités qui sont là, les décideurs qui sont là, ils sont là depuis 40 ans. Ça, c'est un autre aspect du problème. Attendez. Laissez-moi parler, monsieur. Attendez, on sait ce qu'ils valent. Ce marché. On sait ce qu'ils vont faire. Et qu'est-ce qu'ils feront demain? Rien du tout. Excuse-moi. Ce marché donne des nouvelles opportunités à nous tous. Mais bien sûr, le Congo, c'est une terre d'opportunités. On n'a que des opportunités aujourd'hui dans ce pays-là. L'agriculture, c'est une opportunité. Le pétrole, c'est une opportunité. Partout, on n'a que des opportunités. Seulement, on ne les met pas. On ne les met pas en œuvre. Franchement, si c'est ça le Monsieur le directeur, s'il vous plaît, je vous en prie. Je dis que ce marché qui vient d'être signé donne des opportunités à nous, Congolais. On est d'accord. Déjà, si on donne l'opportunité à nous Congolais, les premiers qui doivent être suivis, c'est lesquels? C'est le gouvernement de la République.
Qu'est-ce que nous devons demander au gouvernement après que la signature ait déjà été apposée? Moi, j'ai des propositions simples. Moi, je ne vais pas dans l'idéal pour dire que je suis pessimiste, je suis ceci. Mais c'est fait. Le Congo, quand nous étions des enfants, n'était pas comme ça. Et quand nous allons mourir, nos petits-fils trouveront le Congo autrement, et ainsi de suite. Comme a dit M. Aléa, voilà que ça n'a pas été construit en un jour. Moi, je vais vous dire une chose. Les questions que nous devons nous poser pour dire, on a signé l'accord. Oui. Comment allons-nous démonter les barrières douanières? Première question. Deuxième question. Comment allons-nous, nous qui parlons, nous qui travaillons, nous qui décidons, changer nos mentalités pour qu'on s'adapte à ce qui devait être fait demain? Comment le gouvernement congolais peut-il accompagner les opérateurs économiques, qu'ils soient congolais ou étrangers? Parce que c'est ça le grand problème. L'accompagnement est très important pour un gouvernement. Écoutez. Monsieur Messakola, oui. Juste un document sur lequel vous pourriez rebondir. Le 30 avril dernier, 2019, oui. Votre mouvance à vous, la mouvance présidentielle, oui, a fait des recommandations. Il y en a 50. Oui. Ils sont sur mon bureau. Oui. Vous devez les connaître tous, les recommandations qu'ils ont faites. Absolument. J'ai lu le texte, les 50 propos, mais succulents, oui, pour aller dans le sens du directeur. Recommandation au gouvernement qu'il fasse ceci, cela, ceci, cela. Il n'y en a aucun. Donc, quand vous dites il n'y en a aucun qui est mis en œuvre, dans ce genre de recommandations que vous faites, la majorité présidentielle, au gouvernement, le gouvernement est membre de votre majorité présidentielle. On a demandé, il est demandé, je ne sais pas si c'est la 38 ou la 35, la mise en œuvre de, comment on appelle ça, la lutte contre la corruption. Et qu'il n'y ait vraiment aucun passe-droit. Les enfants des ministres doivent y passer. Tout le monde doit être regardé. Ne désespérons pas. C'est une recommandation que vous avez faite le 30 avril. Je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va le faire? Ne désespérons pas. Alors, on peut signer. Moi, j'aimerais signer avec vous ou parier avec vous. Bien. Ils ne le feront pas. Mais la question est... Mais arrêtez de faire rêver les Congolais que ça va se faire. Tout ira mieux. Monsieur ça n'ira pas mieux demain. Monsieur Eric, doucement. Je vais vous poser une question que peut-être vous allez répondre, même si c'est Maxwell qui nous pose la question. Pourquoi ces mesures, monsieur Eric, ne sont pas accompagnées d'effets positifs et négatifs? Il faut me dire pourquoi. Alors, je vous dis très franchement pourquoi. Parce que les mêmes équipes qui sont en place depuis 40 ans ne travaillent pas. Il faut changer, il faut une... Je réponds à la question de... Moi, je n'étais pas là depuis 40 ans. Enfin, vous voulez que je vous cite les gens qui sont là depuis 40 ans? Il y avait des ministres, on a usé les enfants de ministres, et maintenant on est en train d'user les enfants des ministres. Vous voyez? Maintenant, c'est les enfants des ministres qui sont au pouvoir. Monsieur le directeur, il faut changer les équipes qui sont en place. Est-ce qu'on peut revenir au cœur comme du débat? Enfin, je vous laisse. On prend une pause de 2 minutes, et puis on revient pour poursuivre. D'accord.